le comité d'organisation de m'avoir autorisé à me raccrocher à cette session parce que c'était le souhait des biologistes de Lille, des biologistes de la reproduction, mais également du CHRU de Lille, et je pense que vous allez comprendre pourquoi ultérieurement au cours de mon propos. La biologie est au cœur de la procréation médicale assistée. On parle beaucoup du gynécologue, de l'endocrinologue, des autres métiers médicaux qui interviennent dans la procréation médicale assistée, mais finalement, pratiquement tout se fait au laboratoire. La PMA existe depuis plusieurs dizaines d'années et on cherche toujours à innover, on cherche toujours des nouvelles techniques au laboratoire pour améliorer justement le taux de succès en PMA. Les innovations, clairement, pourquoi on cherche des innovations? Parce que les techniques du laboratoire pour obtenir un bébé, un embryon en tout cas, sont des techniques extrêmement manuelles, que ce soit au niveau du diagnostic du spermogramme et également au niveau de l'obtention des embryons en fécondation in vitro. Et comme toute technique manuelle, il y a des problèmes qui peuvent survenir inhérents à la méthode manuelle, c'est-à-dire un manque de standardisation, des choses comme ça. Et donc, une variabilité entre les opérateurs aussi, ça c'est possible, ça existe, d'un laboratoire à l'autre ou même au sein du laboratoire. Et donc, on essaye de voir comment on peut automatiser la PMA, ce qui est un challenge encore aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est finalement d'automatiser aujourd'hui, on dispose d'outils aujourd'hui qui permettent d'automatiser à deux niveaux. Le premier niveau est au niveau du diagnostic de l'infertilité masculine. Comme vous le savez, le spermogramme est vraiment en première ligne du diagnostic de l'infertilité masculine et pratiquement le seul test qui soit relativement bien standardisé pour définir s'il y a un problème au niveau du spermatozoïde. Donc au niveau du spermogramme, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, au niveau du développement embryonnaire. Suivant, merci. L'automatisation du spermogramme, aujourd'hui, on peut enfin, à mon sens, en parler. Quand on fait plusieurs milliers de spermogrammes par an, sachez qu'un spermogramme, c'est une méthode manuelle qui requiert 2 heures de technique. Et aujourd'hui, il sort sur le marché des analyseurs automatiques de spermogramme. Et ces analyseurs sont, pour la plupart, sont fiables. L'intérêt aussi, qui n'existait pas jusqu'alors, c'est qu'on peut maintenant analyser l'ensemble des paramètres de fécondance du sperme grâce à ces analyseurs, c'est-à-dire la numération des spermatozoïdes, la mobilité des spermatozoïdes et leur morphologie. Les avantages sont qu'on fait une prise de sperme qui est extrêmement faible, de l'ordre de quelques microlitres. Or, au laboratoire, aujourd'hui, en méthode manuelle, il nous faut quand même un recueil au moins de 2 ou 3 millilitres, et il nous arrive régulièrement, c'est un patient sur 5 aujourd'hui, qui n'a pas suffisamment de sperme et qu'on fait revenir. Donc là, ça évite cette problématique de volume. Les résultats sortent en 75 secondes au lieu de 2 heures. Donc ça, c'est un gain énorme. Les résultats sont standardisés. Oui, sont standardisés. Et en plus, ces appareils aujourd'hui sont à portée de tous les centres et coûtent assez peu cher. Donc voilà pour le spermogramme. Suivant. Deuxième volet d'automatisation au laboratoire qui va permettre d'augmenter, d'améliorer la prise en charge, c'est également l'automatisation du développement embryonnaire. En effet, aujourd'hui, méthode manuelle, encore une fois, pour suivre les embryons. Sachez que les embryons sont sensibles à la lumière en particulier et à l'atmosphère, même si l'atmosphère des laboratoires est censée être filtrée. Et ici, l'avantage de ces incubateurs, ce sont des espèces de couveuses d'embryons
c'est que vous y mettez l'embryon au départ, le zygote dès le départ, et que cet embryon va suivre, l'évolution de cet embryon va avoir lieu plusieurs jours, jusqu'à 5 à 6 jours, et les embryons ne seront pas sortis de cette couveuse. En plus de ça, il y a un système de microscope qui va être associé dans cet incubateur et un software puissant qui vont permettre de faire des acquisitions vidéo, en quelque sorte, de la vie, des tout premiers jours de la vie de ces embryons. L'avantage étant bien sûr de visualiser beaucoup plus de paramètres embryonnaires d'intérêt pour sélectionner au final, comme vous le savez, il y a pour une femme plusieurs embryons en principe qui sont formés, et on va pouvoir sélectionner le meilleur, l'embryon top modèle, de ce qu'on pense top modèle, sur des critères qui seront beaucoup plus nombreux que les critères qu'on a aujourd'hui, qui sont de sortir des embryons, de les regarder au microscope et vite de les rentrer parce que ça craint la lumière. Donc ces embryons, ça permet donc d'évaluer les embryons sans les sortir de cette couveuse. Suivante. Les embryons donc, qui vont être choisis, ça va permettre une meilleure sélection des embryons et ils seront de meilleure qualité, et la littérature montre aujourd'hui, parce qu'on a un recul de quelques années maintenant sur ces appareils, montre qu'on peut avoir un gain jusque de plus de 10% des taux de grossesse. Quand on est, comme on disait ce matin, à 30% de réussite pratiquement au maximum en FIV, on pourrait atteindre les 40% de réussite, ce qui est un pas énorme. Même si, comme ça a été dit ce matin, on n'atteint pas les 98% des réussites obtenues chez l'animal. Mais attention, ici, chez l'homme, évidemment, on ne parle pas de la même chose. Un gamète masculin, humain, n'est pas identique du tout à un spermatozoïde de porc ou de taureau ou de cochon. Ça n'a rien à voir. Moi, pour avoir observé, je reviens un petit peu en arrière sur ce qui a été dit ce matin, mais quand on regarde des spermatozoïdes, un éjaculat de cochon ou un éjaculat de taureau, on est sur 98% de spermatozoïdes strictement identiques et strictement de même mobilité. Chez l'homme, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. Donc il ne faut pas, je ne pense pas qu'on puisse croiser ce qu'on obtient à l'INRA et ce qu'on obtient en PMA. Non. Voilà, donc oui, allez-y. Oui. Donc, la problématique de cet équipement de développement embryonnaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est très, très onéreux. Il faut compter à peu près 100 000 € pour acquérir un incubateur tel que celui-là. Et dans cet incubateur, on ne peut pas faire développer plus de quelques dizaines d'embryons. Donc, sur notre centre lillois, nous avons 1200 ponctions par an. Et donc, il va falloir que nous programmions d'acheter 5-6 incubateurs tels que celui-là. C'est la raison pour laquelle vous pouvez, vous, public, soutenir notre projet et devenir donc, en laissant vos coordonnées, on a fait des flyers, le CHRU, le service communication du CHRU de Lille a fait un flyer sur lequel vous pouvez prendre et en prendre pour disperser autour de vous sans problème, et vous pouvez devenir parrain de ce projet. Diapositive suivante. Vous pouvez donc voilà le flyer que vous avez trouvé sur la table à l'extérieur, et vous pouvez remplir sans forcément faire un don, mais au moins parrainer, montrer votre intérêt à ce projet pour cet achat de couveuses d'embryons pour le laboratoire au CHRU de Lille. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi. Merci pour tout. J'ai une question. Attends, c'est une question. Combien d'établissements aujourd'hui en France avec ce type de dispositif? C'est une très bonne question. Il y a aujourd'hui, à ma connaissance,
5 à 6 établissements, puisque c'est en cours d'acquisition, des établissements pour la plupart qui sont, pour la moitié qui sont publics, des CHU, et pour la moitié qui sont privés, qui ont ce matériel. Sachez qu'il y a quand même une centaine de centres de PMA en France. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Oui, mais rapporté à combien d'années vous faites de mise en place de ce dispositif? Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 à 3 ans que c'est mis en place, mais enfin bon, je veux dire, c'est encore trop peu pour que ça fasse avancer les choses. Mais pourtant, il y a déjà une littérature extrêmement positive sur le sujet, donc c'est pour ça que nous, les CHU, on a envie vraiment d'acquérir ce matériel. Et c'est pas possible au niveau de l'État de pouvoir investir dans ce type de matériel? Au niveau de l'État. C'est-à-dire de vous doter vous-même, de vous appuyer à la donation, voilà. Ben oui. Pourquoi? Parce que j'ai essayé par les différentes voies normales d'acquisition du matériel médical au niveau de notre CHRU de Lille, et tout le monde trouve le projet super, hein, et il est validé sur le plan médical, mais la discipline biologie de la reproduction, comme ce qui a été dit ce matin, n'est absolument pas une priorité par rapport aux autres disciplines, et donc nous sommes laissés de côté, ce d'autant que c'est un matériel quand même qui ne coûte pas 20 000 €, hein, qui coûte 100 000 €. Donc c'est la raison pour laquelle, faute de réponse de mon CHU, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les innovations, oui, et aussi pour faire appel aux dons. D'accord, merci. Là, je vais prendre la parole pour les appels aux dons. Tous les services hospitaliers, on est tous en train de muter et de rentrer dans le truc qui s'appelle le crowdfunding, etc. On vient d'embaucher ici, dans cette institution, quelqu'un spécialisé dans la levée de fonds. Parce que l'argent public, il n'y en a plus, et donc on passe dans l'appel aux dons avec une déduction fiscale. Donc je vous rappelle que vous pouvez déduire jusque là, c'est ce que je n'avais pas dit. Donc c'est assez. Je ne suis pas bonne en communication. Non, je vais faire l'école pour toi, et donc tous nos services, on fonctionne avec des comptes annexes, etc., puisqu'il n'y a plus d'argent. Donc voilà, donc on fait avec si on veut avancer, et souvent ce sont les associations de patients qui avancent. Bien, si on ne veut pas, voilà, merci pour ton topo. On change d'endroit, on file directement à Marseille. Bah oui, là on fait monter dans le nord, on va descendre. Ceci dit, la Scoutie c'est 3 heures de la gare de 3 heures et quelques de la gare de Lyon, non 3h30. 3h30 la gare de Lyon. Donc merci le TGV, donc on va faire un peu de publicité pour le TGV. C'est quand même plus facile. Donc je te passe la parole pour les technologies et la suite des innovations, puisqu'on est dans le même lot. Oui, alors je vais essayer de vous donner quelques clés pour comprendre pourquoi en France. Est-ce que je peux avoir les diapositives, s'il vous plaît? Pourquoi. Merci, j'aimerais beaucoup. Pourquoi est-ce qu'en France, on est très très souvent en retard pour ce qui est de l'innovation et de l'introduction de nouvelles techniques dans nos laboratoires? Et pour illustrer un peu ce phénomène, je vous ai pris l'exemple de la vitrification ovocytaire, qui est la congélation ultra rapide des ovocytes, hein, qu'on attendait depuis longtemps, et qui, lorsqu'elle a été développée, a mis beaucoup de temps avant d'arriver en France pour des raisons que je vais vous exposer. Et puis après, je vais vous parler de l'introduction de cette nouvelle technique dans la prise en charge de l'infertilité et dans la préservation de la fertilité, mais je ne vais pas être très très longue, puisque je crois que si les veulent voir, on en parle. Je vais changer de diapo, s'il vous plaît. Oui, alors assez rapidement, depuis le début de la PMA, on a compris qu'il était indispensable de pouvoir conserver les ovocytes de la même manière qu'on conservait déjà les spermatozoïdes, hein, par congélation, on congélait aussi de l'embryon. Mais la technique qui était utilisée pour la congélation des spermatozoïdes et des embryons ne convenait absolument pas aux ovocytes qui résistaient très très mal à la congélation. Donc rapidement, des équipes américaines se sont mises à rechercher un nouveau moyen de congeler les ovocytes de manière efficace et fiable. Et ce nouveau moyen, c'est la congélation ultra rapide, soit la vitrification, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Rapidement, oui, bon, ça c'est à l'échelle de la recherche, hein, on voit les premiers bébés issus d'un ovocyte vitrifié naître en Australie en 1999. Et ensuite, la technique s'est élargie à l'Europe,
avec deux pays précurseurs qui sont l'Italie et l'Espagne. Et l'Italie, tout simplement, s'est mis à la vitrification des ovocytes assez rapidement parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le droit de congeler de l'embryon. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une partie des ovocytes, une petite partie, donc en général 3 ovocytes, mettaient en fécondation pour obtenir un minimum d'embryons possible, et le reste était vitrifié. Donc là, la vitrification des ovocytes tombait bien. Donc ces deux pays, ce sont ceux qui sont le plus en avance en Europe, qui ont un maximum de résultats et qui ont le plus de recul et qui ont pu publier des résultats qui sont très très rassurants et excellents concernant la vitrification ovocytaire. Et nous là-dedans, on a de la chance, en France on est dans un pays où il y a des règles pour tout est bien cadré, sauf que par moment, comme vous le savez, les règles et les lois nous desservent et nous ont en l'occurrence bloqués. Là il s'agissait de la loi de la bioéthique, qui au début la vitrification estimait que la vitrification était, des ovocytes était encore expérimentale et l'associait à la recherche sur l'embryon. Donc c'était un non négatif pour la vitrification en France jusqu'à 2011. Enfin, on a obtenu le droit de vitrifier des ovocytes en France parce que la loi a été révisée en 2011. Et voilà, 12 ans après tout le monde, 12 ans après l'arrivée du premier petit bébé né après la vitrification des ovocytes, on a eu enfin le droit de vitrifier les œufs. Donc pour nous, c'était tout nouveau, alors que c'était presque obsolète à l'étranger. Donc là, c'est l'aspect un peu réglementaire. Je vais vous parler de l'aspect un peu humain, qui fait que les gens sont un peu frileux, les praticiens. Nous, biologistes, on a un petit peu peur de ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas, donc on a du mal à faire entrer de nouvelles techniques dans nos labos, surtout que là, c'est une technique qui est invasive, on prend les ovocytes, on les congèle, on ne maîtrisait pas encore le truc bien comme il fallait, malgré les recommandations américaines encore, qui disaient qu'on n'avait plus raison d'avoir peur, mais bon, on a eu du mal à s'y mettre en France, comme d'habitude, on regarde ce que fait le voisin avant de se planter chez nous. Donc, malgré ces recommandations, 2 ans après l'autorisation de vitrifier des œufs, il y avait que la moitié des équipes en France qui avaient tenté de vitrifier des ovocytes. Et enfin, maintenant en 2016, on est à peu près à 80% des équipes qui vitrifient de l'ovocyte. Donc là, vous voyez bien qu'on a vachement de retard par rapport aux autres. Et donc, entre cet aspect réglementaire plus l'aspect humain, on a pris rapidement 6 à 12 ans de retard par rapport au reste du monde. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est celui que moi j'ai au laboratoire, parce qu'on vitrifie beaucoup chez nous. Et juste par curiosité, j'ai calculé le nombre de patientes qui auraient pu bénéficier de cette technique en France si on s'était mis en même temps que tout le monde. Et environ, j'ai sorti entre 1300 et 2600 patientes, rien que chez nous, à l'hôpital Saint-Joseph, auraient pu bénéficier de la vitrification des ovocytes si on s'était mis à temps. Alors je vous laisse imaginer à l'échelle nationale les nombres de personnes qui auraient pu bénéficier, sachant que c'est une technique qui est fiable, qui est très très bien vécue par les couples et qui s'intègre très bien dans la prise en charge de l'infertilité. Et là, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on vitrifie des œufs chez des patients, des couples qui viennent pour un traitement, qui viennent pour un bébé. Et en fait, pour un petit historique, chez nous, dès qu'on a eu l'autorisation en 2011 de vitrifier, rapidement, le docteur Boyer, qui est chef de service, est allé se former à l'étranger, il est revenu avec la technique. On s'est entraîné pendant 1 an pour être sûr de ne pas faire de bêtises, et rapidement, on a proposé aux couples qui venaient pour Ménexie chez nous, lorsqu'on avait suffisamment d'ovocytes à la ponction, enfin, par le passé, mais on le fait toujours, on le fait en routine, on congèle, on vitrifie une partie des ovocytes, et on met l'autre partie en fécondation. Ça nous permet d'éviter d'avoir trop d'embryons à gérer, et d'avoir des embryons ensuite à congeler, et c'est surtout, ça permet de créer un pool d'ovocytes pour la patiente, donc pour des tentatives ultérieures. La patiente va revenir, elle n'aura pas la stimulation, elle n'aura pas la ponction, donc on aura juste à réchauffer les ovocytes sur un cycle spontané ou très légèrement substitué. Et aussi, maintenant que le décret est paru en mars, on a la porte ouverte à un éventuel don, si le couple a mené à bien son projet parental, la maman a la possibilité, maintenant, il faut l'organiser, tout est là en France, a la possibilité de donner ses œufs éventuellement si elle le veut. Donc tous les œufs dont elle ne s'est pas servie, elle pourrait aller à une receveuse, mais on n'y est pas encore. On a voulu savoir ce que pensaient nos patients de ce modèle de prise en charge, parce que c'est pas rien de leur proposer de vitrifier une partie des œufs plutôt que d'en faire des embryons. Et globalement, ils sont plutôt contents, ils sont à 92% à être satisfaits, 88% d'entre eux
recommanderait ce modèle de la vitrification à quelqu'un d'autre. Ça permet de limiter le nombre d'embryons complets, encore une fois pour répondre aux autorités qui nous demandent de limiter le nombre d'embryons qu'on a dans nos cubes d'azote. Et voilà, et le fait de proposer la vitrification permet d'avoir une prise en charge un peu plus allégée. Et puis ce cycle où on réchauffe les ovocytes est beaucoup mieux vécu par les couples qu'un cycle classique où on a la fonction, la stimulation, le transfert, tout s'enchaîne et c'est un peu violent. Voilà. La vitrification, donc là je ne vais pas m'étendre, je vais laisser Sylvie parler de la préservation de la fertilité, mais elle nous permet aussi de prévenir du coup l'infertilité, donc de préserver la fertilité, donc de garder ces ovocytes en stock pour les femmes qui ont des cancers et qui vont potentiellement avoir un traitement stérilisant. Et chez nous, on a des cas aussi où on vitrifie des ovocytes pour des patients qui n'ont pas de cancer, mais qui ont par exemple des insuffisances ovariennes. On sait que le pool des ovocytes va rapidement s'épuiser, donc on en met de côté assez rapidement de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec une femme ménopausée et puis là c'est trop tard. Ou encore des femmes qui ont de l'endométriose aussi, on en propose, et qui ont des lésions ovariennes, de vitrifier des ovocytes avant qu'elles n'aient une chirurgie ou alors quelconque traitement. Et pour ce qui est de la vitrification des ovocytes pour des raisons personnelles, c'est ce qu'on appelle les raisons sociétales, donc pour des femmes qui n'ont pas ou le désir ou la possibilité d'avoir une grossesse dans l'immédiat, on a la possibilité de garder ses œufs, mais en France pour l'instant on ne peut pas. Et voilà, donc je passe la parole au suivant. Non, je croyais que tout d'un coup, tu allais dire qu'à Marseille, on pouvait... quelques secondes en leur disant, voilà, on le fait partout, ça s'interdit en France, sauf à Marseille, ou là... Oui, à Marseille, on est avec non, mais tu dit dans les quartiers nord, c'est pas bien. Bien, on va passer la parole à l'orateur suivant, qui est en train de tenter de s'extirper son truc. Jean-Marc, tu as gagné la parole. Comme il est un petit peu grand, tu peux intervenir tout de suite. Alors, le temps que Jean-Marc s'installe. Ah non, c'était pas pour intervenir, c'était pour... Non, mais il faut que tu ailles là-bas quand même. Tu vas parler là-bas, tu ne veux pas défier. Moi, je voulais juste réagir. Je trouve absolument super votre titre provocateur, mais je pense que on n'est pas dans une atmosphère totalement doloriste où on fait si mal. Pourquoi on fait si mal? Je pense qu'il faut... on a chacun un pan de notre activité. Et je pense que quand même, en préambule, il faut quand même rappeler qu'on est dans un pays où l'ensemble des traitements de l'infertilité, du diagnostic et des traitements est pris en charge et que les limites sont aussi liées aux limites de ce que la solidarité nationale décide de faire et qu'un certain nombre d'avancées bien plus importantes que chez nous dans d'autres pays sont totalement inaccessibles à 90% de la population. Donc je pense quand même qu'il faut que dans chacun de nos propos, on le relise un petit peu. Puis l'autre chose qui est très différente sur laquelle je voulais réagir, c'est détailler un petit peu l'explosion de la vitrification grâce à nos collègues italiens et rappeler comment en médecine, on a de temps en temps des obstacles majeurs qui finalement font prendre une autre voie dans la recherche. Donc ça a été le cas en Italie, c'est vrai qu'en Italie on ne pouvait pas, mais pourquoi on ne pouvait pas? Parce qu'en Italie, pendant des années, on faisait tout et n'importe quoi. Il y avait quand même un gynécologue italien qui s'est illustré dans des morts, des accidents maternels chez les femmes relativement âgées et d'autres choses. Et brusquement, alors qu'on ne l'attendait pas, sur un référendum, il y a eu tout interdit. La congélation, le don, et ça a été un drame absolu pour les familles. Et donc, la recherche est partie sur autre chose, qui était sur ce qui était permis. Donc pas encore le début de la vie humaine, qui était l'embryon, mais l'ovocyte. Et je pense qu'on a 50 000 exemples dans notre discipline et dans d'autres sûrement, mais je connais moins, où
on va trop loin, donc il y a un coup d'arrêt, et puis on repart différemment, et on repart pas mal, et du coup ça ouvre la rectification. On ne saurait rien faire à l'heure actuelle sans la rectification, mais on ne l'aurait jamais fait parce que pendant des années on a dit l'ovocyte c'est une cellule qui est en mutation permanente, et donc on ne sait rien faire dessus. Et c'était juste un petit rappel en complément. Bien, merci Sylvie, tu auras l'occasion, juste après Jean-Marc, de reprendre la parole. Donc je vous présente Jean-Marc Mayanga, on se connaît depuis là aussi, de toute façon, tous, là, si vous avez remarqué sur la table, donc voilà, tous nous étudions ensemble. Hein, voilà. Alors je ne sais pas qu'on a été petits ensemble, parce qu'il a toujours été plus grand que moi. Et donc il travaille au centre hospitalier 4 villes, dans le service de Joël Belaïch, dont le nom est quelque peu connu, en matière de PMA, et donc je te laisse la parole avec le plus grand plaisir.